Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. À la une de ce journal, l'affaire des 79 familles expulsées de Terme Sud à Ouakam. Le leader du parti PASTEF relève des incohérences dans la gestion du dossier. Le juge qui a rétabli l'affaire en appel n'a pas dit le droit, selon Ousmane Sonko, qui annonce un téléthon en faveur de ces familles avec l'objectif d'une enveloppe de 100 millions de francs CFA. Malgré la mise en œuvre de la loi portant orientation des transports terrestres, le secteur demeure confronté à d'énormes difficultés, notamment à Dakar. Le ministre en charge du secteur, Oumar Youm, annonce l'engagement de plusieurs réformes sur le domaine de l'entretien routier ainsi que la gestion des gares routières. En Guinée, à quelques jours de l'élection présidentielle, la tension monte d'un cran. Le cortège du principal opposant au président Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo, a été attaqué par de jeunes militants pour l'empêcher de se rendre à Kankan pour un meeting. En sport, les Lions s'entraînent depuis 17h30 au stade Lat Dior de Thiès. C'est en perspective du match amical qui va les opposer demain à 19h à la Mauritanie, une confrontation qu'il va falloir prendre au sérieux après la lourde défaite face au Maroc. Aliou Cissé doit jouer sur la complémentarité selon l'ancien international Ndofène Fall. Il sera l'invité de cette édition. Le journal de l'économie va compléter cette édition mise en onde par Pape Laïgué. Marie-Rosalie Ndiaye. Dakar étouffe, le secteur des transports terrestres toujours en difficulté. Des réformes sont engagées par le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement en vue de moderniser le secteur. Un atelier de partage avec les collectivités territoriales s'est tenu ce lundi en présence de Hadisen. Le secteur des transports terrestres est toujours confronté à des difficultés, notamment à Dakar, malgré la mise en œuvre de la loi portant orientation des transports terrestres. Un secteur désorganisé, une intégration transport et logistique insuffisante, entre autres difficultés. Des réformes s'imposent, d'où la rencontre avec le ministre du Transport et les collectivités territoriales pour réfléchir sur des solutions. Oumar Youm, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. Des conclusions importantes sur l'orientation des réformes à engager, notamment sur le domaine routier, les réformes sur l'entretien routier portées par le FERA, qui est un bon collaborateur des collectivités territoriales, mais aussi tout ce qui se fera sur la gestion des gares routières, particulièrement les gares routières publiques, seront enrichis des échanges, de la contribution, des recommandations de ces acteurs politiques majeurs pour nous permettre de réussir la réforme. Les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer pour l'avènement de systèmes de transport performants apte à renforcer l'attractivité et la compétitivité des territoires. Oumar Gueye, ministre des collectivités territoriales. Cette rencontre nous a permis d'échanger pour que nul n'en ignore sur les responsabilités des uns et des autres. Le résultat, c'est faire en sorte qu'on ait un système de transport performant, efficace, moderne, mais également faire en sorte que nos villes et nos régions qui sont très congestionnées, à l'image de la région de Dakar, qu'on puisse trouver donc des solutions. Et les solutions, cela existe si on prend le plan national d'aménagement du territoire. Ce sont les 10 métropoles d'équilibre qui pourraient jouer un rôle important de décongestionner vraiment la région de Dakar et particulièrement Dakar. Le secrétaire général de l'Association des maires du Sénégal salue cette démarche inclusive mais estime qu'il reste beaucoup à faire et les maires sont prêts à accompagner l'État dans ce projet de modernisation du transport. Recrudescence des accidents au niveau des passages à niveau à la ville de Thiès. Un couple a échappé à la mort sur le passage Foukibounte. Leur véhicule complètement détruit par le train. Un accident survenu hier. La défaillance des installations, des chemins de fer et la surveillance décriée par les usagers. Aucune visibilité, pas de signalisation. Les usagers alertent Babacar Ndao. L'accident du train Cefix et un véhicule continue d'alimenter les débats à Thiès. Même s'il n'y a pas eu de perte en vie humaine, le véhicule a été détruit. Un accident survenu ce dimanche à hauteur du passage à niveau Foukibounte à Thiès. Ce qui repose la question de la surveillance des passages à niveau. Moussa Niang, un ancien des ICS, est témoin des faits. Ce que sont les installations de la régie des chemins de fer qui sont défaillantes. Moi, je suis un technicien. Je travaille au service télécom de la régie des chemins de fer comme ingénieur des travaux. Donc, ces installations, c'est moi qui ai eu à les entretenir et à les réhabiliter à l'époque. Ce que je veux dire dans cet accident, c'est que les installations ont défailli dans la mesure où, premièrement, le signal visuel ni le signal sonore n'a fonctionné. Aucun signal n'a fonctionné. Vous voyez là-bas avec les herbes, les bouquinvilliers. Sur les wagons là-bas, vous pouvez filmer. Il n'y a aucune visibilité. Pour pallier à ça, l'aiguille qui devait être là, le box qui est fermé, devait prévenir à toute fin d'accident
avec son drapeau rouge pour arrêter le véhicule, signaler le passage éventuel d'un train. Tout cela, rien n'a existé. Il n'y a pas eu de signalisation sonore, il n'y a pas eu de signalisation visuelle, il n'y a pas eu de signalisation humaine. Donc il faut être un sorcier pour venir savoir qu'il y a un train qui passe. Quand on est dans un véhicule, les vitres fermées, la climatisation en marche, on n'est pas censé entendre les bruits du train sur le rail. C'est pas possible. Des accidents sur les passages à niveau de Thiès, presque un phénomène banalisé, déplorent les usagers de la cité du rail. Babacar Ndao, Thiès Sud FM. Le leader du PASTEF au chevet des déguerpis de Terme Sud, un téléthon est prévu pour espérer récolter 100 millions de francs CFA en leur faveur. Ousmane Sonko, qui à l'issue de cette visite a fait face à la presse, a qualifié d'escroquerie foncière la saisie des terres qui étaient habitées par 79 familles à Adji Fatou Barry. C'est un Ousmane Sonko pas du tout tendre avec l'État qui a fait face à la presse après avoir rencontré les 79 familles d'anciens militaires délogés de Terme Sud. Au moment où nous parlons, il y a quelque chose comme près de 800 familles qui ont été brutalement, mais alors très brutalement expulsées de leur logement par le régime de Macky Sall. Preuve à l'appui, il démontre les incohérences dans la gestion de ce dossier. Il faut que les gens sachent que c'est 15 hectares. Mais sur ces 15 hectares, l'État a vendu à peu près 3 hectares 100 à la coopérative Comico. Cette vente est illégale, je le dis ici. Elle est totalement illégale et le juge qui l'avait cassée en première instance a eu raison de la casser. Par contre, le juge qui l'a rétabli en appel, ce juge-là n'a pas dit le droit. Le fond du problème serait caché dans le projet Zéro Bidonville, un projet qui, selon le leader du PASTEF, en cache bien d'autres. Ici, dans ce document, ils disent qu'ils vont faire plus de 280 logements sur des immeubles R+4 avec des F2, F3, F4. Ils rétrocèdent à l'État 88 pour les pauvres déguerpis, mais les 3200, ils vont se les partager. Parce qu'ils disent que les 3200, on les rétrocède au promoteur pour qu'il amortisse son investissement. Et nous savons comment ça se passe. C'est ça l'affaire Terme Sud. Ce n'est rien d'autre. C'est ça qui se cache derrière l'affaire Terme Sud. Et c'est des documents officiels qui sont là. Ousmane Sonko et ses amis comptent traduire en acte leur soutien à ces familles avec un téléthon en vue pour espérer obtenir 100 millions de francs CFA qui leur seront remis sur les affaires relatives à la convocation devant le conseil de discipline du juge Souleymane Teliko et de l'affectation de son collègue Ngor Diop. Il les qualifie de cabale avant d'appeler les magistrats à se battre pour l'indépendance de la justice. Le bradage du patrimoine immobilier de l'État est béni par la circulaire signée par Macky Sall en 2006 alors qu'il était Premier ministre. La révélation est du leader du PASTEF Ousmane Sonko. Il met en garde les potentiels acquéreurs. Ousmane Sonko que nous écoutons au micro de Adji Fatou Barry. L'article 41 et l'article 42 du Code des domaines de l'État ont dit que vous ne pouvez pas vendre un terrain sans que ça passe par l'Assemblée nationale. Particulièrement quand il y a du bâti sur ce terrain-là. Et quand, du temps du régime socialiste, les gens s'étaient rendus compte qu'il y avait les premiers abus, ils ont envoyé une mission de l'inspection générale d'État qui a fait un rapport et qui avait demandé à ce que désormais le directeur des domaines ne reçoive même plus les demandes. Mais quand lui, il est arrivé en tant que Premier ministre, en ce moment, ils avaient l'intention de vendre les villas qui se trouvent derrière l'Assemblée nationale et qui étaient occupées par des caciques du pouvoir. Alors, lui, Macky Sall, en tant que Premier ministre, il prend cette directive. Qu'est-ce qu'il raconte dans cette directive? Il dit la circulaire numéro 14 PM, ainsi de suite, du 24 juin 1994, rappelant les directives présidentielles numéro 37, issues du rapport IGE 3585, prescrit le rejet sans examen par la direction des domaines des demandes de cession ou de bail portant sur des logements et bâtiments appartenant à l'État et qui pourraient lui être soumises. Ça, c'est la position qui découle de la loi, du Code des domaines de l'État. Lui, il dit que cette position de principe jugée trop rigide. Comment un Premier ministre peut dire jugée trop rigide? Jugée trop rigide par qui? Il dit cette position jugée trop rigide, qui ne correspond plus aux nécessités du moment, est remplacée par les dispositions ci-après.
les demandes de location ou d'achat de dépendance du domaine privé de l'État devront être examinées à la lumière de la situation particulière des demandeurs ainsi qu'au regard de leur intérêt pour la mise en œuvre d'une politique sociale ou d'une politique en faveur des plus démunis. Depuis lors, je ne peux pas vous dire le nombre d'immeubles qui ont été vendus en violation de la loi. Le directeur général de la Sonacos, favorable à une hausse du prix aux producteurs, Modou Diagne Fada, l'a fait savoir ce matin à Ziguinchor, où il s'engage avec la Sonacos à absorber toute la production d'arachide de la Casamance. On l'écoute avec Ignace Ndeye. Le jour où le gouvernement dira qu'à telle date, il faut commencer à commercialiser, à cette date-là, nous serons. La Sonacos est avec des acteurs dans la filière arachidière. Et comme vous le savez, chaque année, c'est le comité national interprofessionnel de l'arachide qui réunit les acteurs et propose un prix à l'État qui valide. Cette année aussi, nous attendons la réunion de ce comité pour pouvoir connaître le prix. Mais en tout cas, ce qui est constant, c'est que la Sonacos est favorable à une augmentation du prix aux producteurs. Nous sommes pour un prix mieux rémunérateur pour nos braves paysans. Et je crois que c'est une volonté aussi du président Macky Sall de faire de sorte que les premiers bénéficiaires de la campagne soit les paysans eux-mêmes, soit les producteurs eux-mêmes. En ce qui concerne la Sonacol, elle est favorable à ce que le prix aux producteurs soit relevé. Maintenant, à quel niveau? Ça, nous ne sommes pas seuls pour prendre la décision. Et sur place, je dois d'abord vous dire que la Sonacos, sur fonds propres et compte tenu de son bilan économique excédentaire pour l'exercice 2019, avait déjà investi près de 550 millions de francs CFA pour réparer un certain nombre d'ateliers au niveau de l'usine de Ziguinchor. En tout cas, nous, au niveau de la Sonacos, nous avons déjà anticipé et nous serons fin prêts pour démarrer le plus tôt possible la campagne de collecte des graines. Il faudrait que les producteurs du Sud soient là et vendent leur production à la Sonacos. Nous sommes prêts et nous sommes prêts pour absorber toute cette production. Une fois maintenant réceptionnés dans nos lieux de stockage, nous nous préparons industriellement à pouvoir les transformer. Sud FM, un réseau au service des citoyens. Parlons à présent de l'évolution de la pandémie dans le pays. 24 nouvelles contaminations à la Covid-19, un décès enregistré hier dimanche. 6 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation et 93 patients sont déclarés guéris. Le point du jour avec Dr Elhadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 639 tests réalisés, 24 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,76%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 8 cas contacts suivis par nos services, 7 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 9 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Sacré-Cœur 2, Thiès 2, Cité Biagui 2, Dakar Plateau 1, Dieuppeul 1, Mamel 1 et Ouakam 1. 93 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un décès a été enregistré ce dimanche 11 octobre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 15 292 cas ont été déclarés positifs, dont 13 390 guéris, 315 décédés et donc 1586 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à la famille éplorée et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. À quelques jours de l'élection présidentielle en Guinée, la tension monte d'un cran après l'attaque qui a visé le cortège du Premier ministre. C'est le principal opposant au président Alpha Condé qui a été aussi empêché ce dimanche de rallier Kankan, un bastion du parti au pouvoir. Au cours de l'incident, un membre de la délégation du cortège de Cellou Dalein Diallo a été blessé, des véhicules saccagés et même des motos incendiées. Le point, c'est avec notre correspondant à Conakry, Amadou Ouribari. Le principal challenger du président
président Alpha Condé devait animer un meeting de campagne dans cette localité qui est un fief traditionnel du RPG, parti au pouvoir. À 150 km de la rentrée de Kankan, des militants du parti au pouvoir ont érigé des gros arbres sur la chaussée pour empêcher Cellou Dalein Diallo de rallier Kankanville, où ses militants et sympathisants étaient fortement mobilisés pour l'accueillir. Mais le cortège de l'opposant sera stoppé net par des jeunes habillés aux couleurs du parti au pouvoir. Dans le souci de s'offrir le passage, une vive altercation éclatante entre la garde rapprochée de l'opposant et ces jeunes militants du RPG. Et c'est dans cette ambiance électrique qu'un membre de la délégation de l'opposant est blessé, des vitres de véhicules brisées. Le cortège de Cellou Dalein Diallo rebroussera finalement chemin pour échapper à la colère des jeunes munis de gourdins, de frondes et autres projectiles. Au centre-ville de Kankan, où le meeting devait se tenir, la tension est restée encore plus vive. Des militants du parti au pouvoir se sont attaqués à des opposants qui ont passé une journée difficile. Certains ont été violentés et leurs boutiques et magasins pillés. Le directoire de campagne du parti au pouvoir a, dans un communiqué laconique, regretté l'attitude des jeunes qui ont empêché le cortège du candidat de l'UFDG d'accéder à la ville de Kankan, mais rappelle aussi que cet incident malheureux intervient après l'attaque du cortège du Premier ministre par ailleurs directeur de campagne du parti au pouvoir. Quant au parti dirigé par l'opposant, on cite nommément le président Alpha Condé qu'il accuse de commanditer cette attaque, alors que le premier tour de l'élection présidentielle est prévu ce dimanche 18 octobre, la peur et l'angoisse gagnent les Guinéens qui craignent des violences post-électorales au regard des propos haineux et au relents communautaires tenus par certains candidats. C'était depuis Conakry, Amadou Ribari, pour Sud FM. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a averti ce lundi les gouvernements contre les risques d'un arrêt brutal de leurs mesures de soutien à l'économie mises en place pour atténuer l'impact de la pandémie, plaidant pour une transition en douceur face à la récession provoquée par le nouveau coronavirus. Les gouvernements ont déployé en urgence une panoplie d'outils inédits pour soutenir l'économie, chômage partiel, report de charges, aide sectorielle. L'Organisation mondiale de la santé estime que laisser le Covid-19 circuler librement n'est pas une option. Jamais dans l'histoire de la santé publique, l'immunité collective n'a été utilisée comme stratégie pour répondre à une épidémie et encore moins à une pandémie. C'est scientifiquement et éthiquement problématique, a déclaré le patron de l'OMS en conférence de presse. En sport, match amical Sénégal-Mauritanie, les Lions s'entraînent depuis 17h30 au stade Lat Dior de Thiès. Après le galop des Lions, ça sera au tour des Muralitounes de faire connaissance avec la pelouse du stade Lat Dior. Après la défaite face au Maroc, 3-1, les hommes d'Aliou Cissé n'ont pas droit à l'erreur face à la Mauritanie. Propos du journaliste du quotidien Record, Hubert Mbeng, joint par El Hadj Malick Ndiaye. Il faut d'abord dire que ce sera un match qui ne sera pas du tout facile, parce que nous sortons d'une défaite assez large, donc 3-1. Le moral n'est pas au beau fixe, naturellement, et surtout qu'il y a des absents et des incertitudes, même par rapport à la participation de certains joueurs qui avaient pris part au match au Maroc. Je veux parler de Gana Gueye, de Crépin ou de Joseph Lopi. Sirissa étant déjà forfait, donc l'équipe est, on peut le dire, encore plus diminuée que par rapport au match contre le Maroc. Maintenant, quel que soit Alpha, nous devons jouer un match d'attaque parce que c'est un match quand même que nous devons remporter. Nous sommes à domicile, nous jouons contre un adversaire qui est supposé plus faible, moins fort disons que nous, et qui sort d'une victoire contre la Sierra Leone. C'est donc un adversaire qui est très confiant. Mais nous sommes quand même le Sénégal. Nous sommes supposés être supérieurs à la Mauritanie, donc à cette équipe de la Mauritanie, qui vient d'ailleurs sans deux de ses meilleurs joueurs, Adamaba et Ismaël Diakité. Donc nous ne serons pas là, c'est deux cadres de l'équipe. Donc de toute façon, nous devons jouer un match maîtrisé, c'est-à-dire que nous devons prendre le jeu à notre compte, donc la finalité étant de gagner. Donc moi je pense que tout autre, comme nous l'avons dit dans notre livraison d'aujourd'hui, dans Record, tout autre résultat que la victoire pourrait être préjudiciable pour l'équipe en direction des matchs de novembre.
Sénégal-Mauritanie, c'est donc demain à 19h au stade Lat Dior de Thiès que l'équipe du Sénégal face à la Mauritanie. Après la lourde défaite des Lions face au Maroc, réponse avec Ndofène Fall, l'ancien international, qui sera tout à l'heure notre invité. Championnat national saison 2020-2021, le Casa Sport maintient son effectif de l'année dernière. C'est selon le secrétaire général du club, Siaka Bodian, et joint par Odile Minkilan. On est dans l'expectative. Nous attendons d'avoir toutes les informations et entrer à la saison 2020-2021 avant de véritablement lancer dans le travail. Ce qui fait que, nous travaillons sur la base de la date de janvier, initialement avancée par la Ligue Groupe, le démarrage. Et dans ce cas-là, le CASCO se prépare à démarrer ses activités, notamment les entraînements en début novembre, ce qui nous permettra d'avoir 2 mois de préparation. Alors, à côté de cela, il y a maintenant, au plan administratif, les réglages qui sont en train d'être faits. D'ailleurs, il y aura une réunion de comité directeur du Casa Sport les 23 et 24 octobre pour justement planifier les activités de la saison 2020-2021 et profiter pour justement dégager les objectifs et le budget y afférent pour la saison 2020-2021. Maintenant, en termes d'effectifs, le Casa Sport va tendre vers la stabilité. Il n'y aura pas de grands changements. L'effectif qui a complété l'année dernière et qui a donné satisfaction, en tout cas au moment où la saison s'arrêtait, va être reconduit pratiquement à 90 voire 95%. Il y aura quelques réglages qui vont être faits sur la volonté des entraîneurs en fonction de quelques besoins qui ont été énumérés. Et les entraîneurs travaillent dans ce sens-là pour renforcer qualitativement le groupe. Mais tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de départ majeur, il n'y a pratiquement pas de départ, aussi bien au niveau local qu'au niveau international. En tout cas, jusqu'au moment où je vous parle, en attendant maintenant véritablement de voir l'évolution de la situation. Et en fonction de cette évolution-là, l'effectif sera recadré conséquemment. Sud FM, l'invité du jour. Il s'agit de Ndofène Fall, l'ancien international qui s'entretient avec El Hadji Malick Ndiaye à la veille du match amical Sénégal-Mauritanie, un match à plusieurs enjeux. Ndofène Fall, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien international, alors le Sénégal va jouer demain contre la Mauritanie, un match qui se joue dans un contexte un peu particulier, au lendemain d'une lourde défaite contre le Maroc. Ndofène, dites-nous comment le Sénégal doit jouer contre la Mauritanie demain. D'abord, quels sont les éléments qui seront à la disposition de Aliou? Nous apprenons effectivement qu'il y a de petits bobos après le match contre le Maroc. Nous apprenons que Sidi Sarr est forfait, qu'il y a un gros point d'interrogation sur Ghana et sur Salif. Le docteur Fadior est en train un peu de nous rassurer. C'est donc en fonction de la disponibilité des hommes qu'il va envisager de mettre en place une équipe. Je crois que il doit jouer sur la complémentarité, d'autant plus que c'est une équipe pratiquement new look, des éléments qui n'ont jamais joué ensemble. Nous aurons donc la priorité serait peut-être de mettre l'axe central composé de Ba et de Cissé, qui sont complémentaires, qui jouent ensemble dans l'axe d'Olympiakos. Ça lui permet effectivement d'emprunter un raccourci. Au milieu de terrain, avec la défection de Sidi Sarr, il va être obligé peut-être encore de colmater un peu. Je constate que depuis quelque temps, Kouyaté joue demi-centre plutôt dans son club. Il a donc des problèmes d'adaptation. Il a perdu ses habitudes de milieu de terrain et ce n'est pas en 48 heures qu'il va peut-être recouvrer tout ça. Mais compte tenu de la configuration du match, de l'indisponibilité de certains, je crois qu'il va être obligé de reconduire et Ghana et Kouyaté. Devant aussi, nous avions une attaque inédite qui n'a jamais joué ensemble avec Ismaïla Sarr, Ba et Famara Diédhiou. Cela présageait effectivement de difficultés. Nous sommes en sport collectif et qui parle du sport collectif parle de complémentarité, parle d'automatisme, ce que nous ne pouvons pas avoir actuellement, d'autant plus que certains éléments qui composaient l'essentiel de l'équipe nationale sont actuellement absents.
Et ça va être, à mon avis, une difficulté majeure de composer une équipe capable d'évoluer ensemble, d'autant plus que c'est des garçons qui n'ont jamais joué ensemble. Mais on a l'habitude de dire que nous avons une équipe composée de joueurs professionnels qui ont donc déjà une compréhension tactique assez élevée, pouvant permettre de raccourcir et de permettre à l'équipe de pouvoir quand même faire face à cette équipe mauritanienne. Ne perdons pas de vue que cette équipe mauritanienne travaille depuis quelque temps et que l'entraîneur de la Mauritanie, à mon avis, est en train de faire du bon travail. La Mauritanie s'est déjà qualifiée et aujourd'hui est en train peut-être de sortir la tête de l'eau. On va voir maintenant avec quelle composition d'équipe nous aurons et au plan tactique comment va réagir Aliou Cissé. Est-ce qu'il va être en 4-3-3 ou en 4-1-4-1? Cela dépendra effectivement des éléments qui sont à sa disposition. Je sais qu'il est en train certainement de s'arracher les cheveux parce qu'il va au-devant de matchs difficiles et une composition d'équipe inédite. Alors, on voit que le coach de la Mauritanie, Corentin Martins, a déjà annoncé la couleur. Il déclare, je cite, « Nous allons jouer sans complexe face au Sénégal ». Oui, je crois que la Mauritanie actuellement n'a rien à perdre dans ce match. Cette équipe mauritanienne cherche plutôt à se jauger, compte tenu du fait que depuis quelque temps, Corentin Martins est sur place. Corentin Martins a fait avancer cette équipe nationale. Je crois que la fédération mauritanienne a misé sur la durée et a continué et aujourd'hui en train de récolter les fruits. Ils viennent actuellement de sortir d'une victoire. C'est donc dire que quand une nation est arrivée à ce niveau, c'est qu'il faut faire attention à cette équipe-là. Je crois que Corentin Martins est dans son rôle. Son rôle, c'est un peu de décomplexer son équipe et de dire à l'équipe de la Mauritanie, bien que le Sénégal est numéro 1 africain, nous allons jouer crânement notre chance. Il a une chance inouïe de se positionner et au moins dans l'état d'esprit de ces footballeurs de pouvoir dire, écoutez, nous en sommes à tel niveau. Parce que si nous jouons un grand comme le Sénégal et que nous parvenons effectivement à faire un match honorable ou un match correct, cela veut dire que nous faisons partie des grands et que nous pouvons continuer à grandir. Je crois qu'il est dans son rôle. Ndofène Fall, je vous remercie. Merci beaucoup. Tout de suite, place au journal de l'économie avec Radissène. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bienvenue dans ce journal de l'économie. L'activité économique des secteurs primaires, secondaires et tertiaires a enregistré une baisse au mois d'août 2020 selon la direction de la prévision et des études économiques DPE. Les détails avec Adifa Toubari. L'activité économique interne hors agriculture et sylviculture a diminué de 7,6% en variation mensuelle au mois d'août 2020, rapporte la direction de la prévision et des études économiques DPE. Ce repli est imputable aussi bien au secteur secondaire, moins 9,3%, au secteur primaire, moins 30,4%, à l'administration publique, moins 10,7%, qu'au secteur tertiaire, moins 2%, précise la DPE dans le point mensuel de conjoncture d'août. Sur un an, une contraction de 5,9% de l'activité économique est notée en août 2020 sous l'effet de la baisse de l'activité du tertiaire, moins 5,5%, de l'administration publique, moins 17,7%, et du primaire, moins 15,2%. Le point mensuel de signaler par ailleurs que le secondaire s'est consolidé de 4,1% sur la période. Le secteur primaire, hors agriculture et sylviculture, s'est contracté de 30,4% en variation mensuelle au mois d'août 2020, indique le point mensuel qui explique que cette contre-performance est due au sous-secteur de la pêche, moins 34%, qu'à celui de l'élevage, moins 28,4%.
En août 2020, l'activité du secondaire a affiché une baisse de 9,3% en variation mensuelle. Toutefois, rapporte la DPE, les activités extractives plus 9,8%, la production et distribution d'électricité et de gaz plus 4,5%, et la fabrication de produits chimiques de base plus 4,8% se sont bien comportés sur le mois. Merci Adi Fatou Barré. Retenez que l'indice harmonisé des prix à la consommation a enregistré en septembre une hausse de 0,2% comparativement au mois précédent. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie ANSD, cette évolution résulte principalement d'une hausse de 1,8% des prix des services de consommation, de 0,4% de ceux des produits alimentaires et boissons non alcoolisés, ainsi que de 0,6% des coûts des biens et services divers, rapporte la structure dans sa note d'analyse de l'évolution des prix à la consommation. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un autre journal de l'économie. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, à 18h passées de 30 minutes, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres. Affaire des 79 familles expulsées de Terme Sud à Ouakam, le leader du parti PASTEF relève des incohérences dans la gestion du dossier. Le juge qui a rétabli l'affaire en appel n'a pas dit le droit selon Ousmane Sonko, qui annonce un téléthon en faveur de ces familles avec l'objectif d'une enveloppe de 100 millions de francs CFA. Malgré la mise en œuvre de la loi portant orientation des transports terrestres, le secteur demeure confronté à d'énormes difficultés, notamment à Dakar. Le ministre en charge du secteur, Oumar Youm, annonce l'engagement de plusieurs réformes sur le domaine et l'entretien routier ainsi que la gestion des gares routières publiques. En Guinée, à quelques jours de l'élection présidentielle, la tension monte d'un cran. Le cortège du principal opposant au président Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo, a été attaqué par de jeunes militants pour l'empêcher de se rendre à Kankan pour un meeting. En sport, les Lions s'entraînent depuis 17h30 au stade Lat Dior de Thiès. C'est en perspective du match amical qui va les opposer demain à 19h à la Mauritanie, une confrontation qu'il va falloir prendre au sérieux après la lourde défaite face au Maroc. Aliou Cissé doit jouer sur la complémentarité selon l'ancien international Dauphin Fall qui était notre invité avec El Hadj Malick Ndiaye. Le journal de l'économie a bouclé cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Dieye. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite la chronique Sud Nutrition. Le gel main Valdin, efficace sur 99%.